bien, le sujet que nous allons aborder aujourd'hui est un sujet qui concerne l'évolution, ou plus exactement, un argument décisif qui met en évidence en quoi les théories évolutionnistes sont fausses. Il faut se rappeler que pour les évolutionnistes, le temps est le moteur de la complexité. Exactement comme s'il suffisait d'attendre suffisamment longtemps dans des conditions appropriées pour voir l'ordre émerger du chaos, pour voir comme cela les atomes, des molécules sur lesquelles nous marchons se rassembler pour constituer la première cellule, et puis en attendant un petit peu plus, de voir cette première cellule se transformer pour donner l'éventail des formes de vie extraordinaires, belles et harmonieuses que nous avons autour de nous. Eh bien, cette idée est belle, mais c'est un conte de fées pour les petits-enfants. Parce que les connaissances récentes que nous avons en matière de biologie, en matière de génie génétique, de biologie moléculaire, nous montrent que les mutations sont impossibles. Il faut se rappeler qu'un organisme humain, par exemple, est un ensemble complexe qui comprend à peu près 100 000 milliards de cellules, donc un nombre énorme de cellules. Mais qu'au premier instant de la vie, au moment de la conception, il n'y en avait qu'une. Ça veut dire qu'un organisme humain est l'aboutissement d'un ensemble fantastiquement élevé de divisions cellulaires. Et en cours de division cellulaire, toutes sortes d'événements extérieurs, peuvent venir perturber la transposition, la photocopie en quelque sorte, du plan cellulaire, du code génétique qui est contenu dans ces énormes molécules qui s'appellent des ADN. Dans chacune de nos cellules, nous avons un noyau avec des chromosomes. Ces chromosomes sont faits d'une molécule qui s'appelle l'acide désoxyribonucléique, et ces molécules d'ADN portent le codage qui va faire que, en fonction de l'information, nous allons avoir un chat, un chien, un petit lapin ou un homme. Ce système de codage est extrêmement complexe. Ce système de codage est fait par ce que l'on appelle des nucléotides. Ces nucléotides, en fonction de leur ordre, un petit peu comme dans un alphabet, vont permettre de développer une information. Mais si en cours de division cellulaire, un événement vient perturber l'arrangement, l'agencement de ces nucléotides, eh bien il va y avoir, un petit peu comme une faute d'orthographe dans un mot, il va y avoir risque d'erreur dans la fabrication des molécules pour lesquelles cet ADN est programmé. Alors, ces molécules sont regroupées en segments qui s'appellent des gènes. On connaît plusieurs types de gènes. On connaît par exemple des gènes de structure qui codent pour la fabrication des briques élémentaires qui vont constituer nos cellules. On connaît des gènes de régulation qui vont permettre de faire en quelque sorte l'assemblage de ces briques élémentaires pour que chacune d'entre elles soit spécialisée pour faire une cellule du foie, une cellule du cœur, une cellule du poumon. Et de façon très récente, depuis à peu près une dizaine d'années, on a pris conscience qu'il y avait des gènes qui avaient une fonction très particulière. Il y avait des gènes qui codaient pour la fabrication d'enzymes qui avaient des fonctions de réparation ou d'autodestruction. Et ceci est fondamental, car jusqu'à présent, on ne s'expliquait pas comment, avec tous les événements qui se produisent dans notre environnement, tous ces événements qui viennent perturber l'agencement des ADN, on ne comprenait pas pourquoi, malgré tout, un chat restait un chat, un chien restait un chien et un homme restait un homme. Car nous sommes en permanence bombardés par toutes sortes de rayonnements qui vont casser cette molécule d'ADN et qui vont la réarranger. Nous avons des ultraviolets, nous avons des rayons X, nous avons des rayons de gamma, nous absorbons en permanence des toxiques, des substances mutagènes dans les médicaments, dans les drogues, quelquefois par le biais des additifs alimentaires. Et donc ces molécules vont avoir tendance à modifier l'information portée par cet ADN. Et si malgré tout, à l'âge adulte, nous conservons la totalité de l'information intègre, eh bien c'est grâce à un système d'autoprotection qui est inclus dans le programme de la cellule, et qui va faire que la cellule va être capable elle-même d'examiner en permanence la qualité de son information, de s'auto-réparer ou de s'auto-détruire si la réparation n'est pas possible. C'est exactement comme si, dans une entreprise,
Imaginez un grand magasin ou une usine. C'est exactement comme si dans une entreprise, il y avait un système de vigile qui, en permanence, circulait pour vérifier que tout se passe bien. Et ce vigile, si un jour il aperçoit une anomalie, un début d'incendie par exemple, eh bien que va-t-il faire? Eh bien, il va appeler les secours, il va appeler une équipe spécialisée pour réparer l'anomalie qu'il a constatée. S'il y a une fuite d'eau, s'il y a un court-circuit, s'il n'y a plus de lumière quelque part, eh bien, il va appeler les équipes spécialisées qui vont venir faire la réparation. Eh bien, au niveau de toutes nos cellules, il y a un système en quelque sorte de vigile qui en permanence fait une relecture du segment actif de l'ADN. Et si lors de cette relecture, ce vigile, cet enzyme spécialisé, détecte une anomalie, eh bien il va faire appel à une équipe spécialisée de réparation. Mais si cette détérioration, si ce dégât constaté par le vigile est trop important, eh bien il va enclencher un autre mécanisme, il va faire appel à une autre équipe, à une autre type d'enzyme, et en particulier des enzymes qui s'appellent P53 ou P73 également, qui va provoquer l'autodestruction de la cellule. La règle est simple. Si tu mutes, tu répares ou tu meurs. La règle est impitoyable. C'est la seule façon de conserver l'intégrité de l'information apportée par les ADN. S'il n'y avait pas ce système d'autoréparation, eh bien nous verrions progressivement des choses tout à fait anormales, tout à fait inharmonieuses pousser. Nous verrions des individus qui ont un bras dans l'eau, qui ont deux têtes, ou qui ont des formes absolument monstrueuses. Donc il y a un système d'autoréparation. Et ce qui est extraordinaire, c'est que ce système est présent dans les cellules de tous les êtres vivants. Non seulement dans l'homme, mais chez tous les mammifères, dans les plantes, il existe là partout. Et la présence de ce système d'autoréparation est la preuve de l'impossibilité de la mutation améliorante et surtout de l'impossibilité de l'évolution d'une lignée de cellules. La règle est simple, s'il y a mutation, il y a appel d'une équipe de réparation. Alors, me direz-vous, oui, mais une mutation, ça existe. Bien sûr que des mutations, ça existe. Ce système d'auto-réparation va faire en sorte que l'intégrité de l'information soit restaurée sur le code génétique, sur l'ADN. Mais si donc l'information a été détériorée de façon trop importante, eh bien, il va faire appel à une autre équipe qui va provoquer donc l'apoptose, la destruction de la cellule. Il y a pourtant un cas tout à fait désagréable, tout à fait dramatique, qui quelquefois arrive, c'est que la destruction, la détérioration, la mutation en quelque sorte, se fait sur le système d'autoréparation lui-même. Alors si le système d'autoréparation est atteint, c'est-à-dire si en quelque sorte les mécanismes qui permettent la protection de l'intégrité de l'ADN venaient à être détériorés, eh bien dans ce cas-là, la cellule n'ayant plus la possibilité de se réparer elle-même, elle va se diviser, elle va multiplier cette anomalie, et donc il va y avoir apparition d'une tumeur cancéreuse. L'une des raisons d'apparition des cancers est que le système d'autoréparation a été détérioré et n'est plus actif. Dans le cas donc où il s'agit d'une détérioration sur une cellule de l'organisme, la règle est simple. Et cette règle fait qu'il n'y a pas transmission de l'information détériorée, de la tare génétique en quelque sorte à sa descendance. Mais nous avons malheureusement dans notre organisme des cellules qui sont tout à fait spécialisées et qui ne sont pas équipées de ce système d'autoprotection. Ce sont les cellules sexuelles. Vous savez que dans les spermatozoïdes ou dans les ovules, nous n'avons que 50% du programme et que du fait qu'il n'y a pas la totalité des informations dans les spermatozoïdes ou dans les spermatozoïdes et les ovules n'ont pas un système d'autoréparation actif. C'est-à-dire que si, suite à un événement extérieur, suite par exemple à l'exposition à des radiations ionisantes, ou suite à la consommation de drogue, une mutation venait à se produire sur un spermatozoïde ou sur une ovule, le système d'autoréparation n'est pas capable de faire disparaître cet ovule
ou ce spermatozoïde, et si par le plus grand hasard et pour le plus grand malheur, ce spermatozoïde ou cet ovule venait à être utilisé pour la fécondation d'un nouvel être, eh bien à ce moment-là, l'être, l'embryon, et plus tard l'être entier serait porteur de cette anomalie et de cette tare génétique. C'est ainsi que s'introduisent les tares génétiques dans les lignées. Les tares génétiques s'introduisent à l'occasion de la détérioration des gamètes sexuels par la consommation de drogue, par l'exposition aux radiations ionisantes, par la consommation de substances mutagènes. Et donc, il est impératif d'avoir une bonne hygiène de vie. Faute de quoi, nous prenons le risque de détériorer nos cellules sexuelles et de faire en sorte que notre descendance soit porteuse d'une tare génétique. Alors Marcel, quelle conclusion peut-on apporter à ce bel exposé? Eh bien, l'aspect le plus important de cette découverte est que elle constitue la démonstration de l'impossibilité des théories évolutionnistes. Il y a une contradiction absolue entre la présence d'un système de réparation ou d'autodestruction et l'idée que les programmes pourraient se transformer pour aller progressivement du simple vers le complexe. C'est une impossibilité. Cette découverte est fondamentale car non seulement elle balaye d'un revers de main les théories évolutionnistes, mais elle constitue un argument très fort pour venir confirmer les messages raéliens. Les messages donnés par les Elohim nous disent que toutes les formes de vie que nous avons autour de nous sont l'œuvre d'une création artistique. Comment pourrions-nous expliquer la beauté et l'harmonie de toutes les formes de vie qui sont autour de nous, depuis les fleurs, en passant par les oiseaux, les poissons, et a fortiori les hommes, et dire que tout cela est le fruit du hasard. Si nous étions le fruit du hasard, les formes de vie devraient être n'importe quoi, nous devrions être dans le chaos, dans l'inorganisé. Or, tout est harmonieux, tout est équilibré, tout est symétrie, tout est beauté et harmonie, aussi bien dans la forme, dans la couleur, dans le chant, dans le comportement. Nous sommes au milieu d'un fantastique paradis terrestre. Et nous n'en avons pas conscience. Et ce qui est extraordinaire, c'est que, non seulement, à travers la prise de conscience de la présence de ces systèmes de réparation et d'autodestruction, nous balayons les théories évolutionnistes, mais surtout, nous nous rapprochons de la création scientifique que nous allons faire prochainement. Car il ne fait aucun doute que très bientôt, les hommes vont recréer la vie. D'abord sur Terre, puis plus tard ailleurs. Nous irons essaimer dans les étoiles, exactement comme les Elohim l'ont fait, il y a quelques milliers d'années de cela. Toutes les formes de vie qui sont autour de nous sont comme un chant d'amour à la gloire de la création.